Myriam Palomba, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Myriam Palomba, vous êtes journaliste, mais comme le veut la tradition, j'aimerais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Oh là, vaste, vaste histoire. Qui je suis? Écoute, on se tutoie? On se tutoie si vous voulez. Ok. Alors, je suis journaliste, comme tu viens de le dire. Je suis maman. Je suis mariée. Je suis une citoyenne avec d'énormes convictions et voilà, je viens pas d'une famille riche. Je, voilà, j'ai construit ma carrière pendant 25 ans en travaillant dur. Et que te dire de plus? Je ne sais pas. C'est très difficile de parler de soi. C'est très difficile. S'auto-présenter, c'est toujours compliqué. Oui. Je vais le faire pour vous avec une question. C'était la question que je voulais absolument vous poser en te recevant du coup. Est-ce que tu es toujours de gauche, Myriam? Alors, tu sais quoi? Je crois que oui. Au fond de moi, je suis toujours de gauche et parce que pour moi, la gauche, c'est censé être les valeurs d'humanisme. Voilà, dans l'esprit ambiant. Sauf que je crois que personne n'a vraiment le monopole du cœur et je crois qu'aujourd'hui, la catégorisation gauche-droite est complètement faussée. Et moi, j'ai pu me rendre compte pendant la pandémie que finalement, les gens pour qui j'avais toujours voté, parce que voilà, c'était pour moi, enfin, enfin, ça correspondait à ce que j'avais dans l'imaginaire. J'avais l'esprit très matrixé avant la pandémie. Je me suis quand même rendu compte pendant cette pandémie que des gens que je pensais avoir ce qu'on appelle comme ça familièrement les valeurs de gauche, ben, n'avaient pas ces valeurs de gauche. Donc moi, je me suis pas du tout reconnue dans les propos du Parti socialiste, je me suis pas du tout reconnue dans les propos de la NUPES. D'ailleurs, je me suis reconnue dans aucun des propos, encore moins dans ceux de la Macronie. Et si tu veux, c'est vrai que pour moi, il y a eu un grand réveil euh, pendant la pandémie. Et, et au final, je suis ni de gauche ni de droite, parce que pour moi, on n'est plus là-dedans, en fait. Donc c'est un clivage qui est complètement dépassé. Pour moi, c'est un clivage totalement dépassé. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est plus les mondialistes et les souverainistes. Voilà, je suis plus là-dedans. Parce que je me suis rendu compte en regardant un peu ce qui se passait dans le monde et tout ça, que finalement, il y avait une même volonté, il y avait quand même des choses qui étaient tordues. Euh, euh, Puis vous savez, on est toujours dans un jeu de dupes où finalement des gens qui se disent opposés vont se serrer la patte quelques jours plus tard. Euh, pour moi, en fait, tout ça, c'est que de la mascarade, c'est que de la posture. On le voit bien aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On n'est plus sur le bien commun, le bien général, le bien du peuple. On va pas voter une motion de censure parce que c'est le RN. On va pas voter une motion de censure parce que c'est LFI qui la propose. Non, normalement, ce qui devrait motiver chacun de nos députés, par exemple, c'est qu'est-ce qui est bien pour le peuple, etc. Donc, et puis on l'a bien vu encore aujourd'hui pendant les élections législatives. Finalement, on nous a encore refait le coup de nos passaran, les bottes noires vont défiler sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'était de la mascarade. Ils ont créé leur nouveau Front populaire, alors qu'on savait déjà depuis le départ que le Parti socialiste était macroniste depuis 5 ans, 7 ans. Ils ont toujours été derrière Macron. D'ailleurs, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont situés derrière les macronistes. À l'Assemblée nationale, la position des gens donne un peu, voilà, une image de leur couleur politique. Donc, c'était vraiment de la mascarade. Mais je veux dire, pas plus que le RN. Le RN aussi, des fois, fait le jeu de la Macronie quand ils soutiennent un gouvernement comme Barnier, qui est pro-européen. Ils ont complètement nié tous les engagements qu'ils avaient depuis le départ. Donc, pour moi, en fait, c'est que oui, des jeux de dupes, des jeux de posture. En fin de compte, il y a que leur intérêt personnel qui a été fait.
Je veux dire, quand on voit le nouveau Front populaire, clairement, les gens, bon, bah, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont pas autant dedans que moi ou d'autres. Mais c'était pour qu'ils récupèrent leur siège. Et quand on a le RN, on a une Marine Le Pen qui se plante à un premier débat face à Macron dans l'entre présidentielle. Bon, on se dit une fois, ma foi, deux fois, faut pas arrêter, faut arrêter. Tu te demandes si vraiment ces gens-là ont envie de pouvoir ou ils sont juste là pour faire élire, parce que faire une élection législative pour des grands partis comme ça, faut que les gens le sachent. Ça rapporte énormément d'argent. Donc, il y a aussi ça. Et du coup, quand vous voyez ce système électoral où justement mettre des candidats, on a bien vu le RN, ils ont mis des candidats, franchement, on marché sur la tête, alors qu'ils étaient censés, ils avaient leur projet Matignon qui était prêt, soi-disant, depuis 1 an. Ils avaient juste appuyé sur un bouton en cas de dissolution. Bon, ben, on se dit, soit ils sont complètement nuls, soit ils s'en fichent, soit finalement, ce qu'ils veulent, c'est renflouer les caisses du parti, parce que je sais plus exactement combien c'est, mais c'est 1 euro 60 ou 70, je sais plus, par bulletin Par bulletin de vote. voté. Et puis eux, ils retrouvent leur place de député, leur place de député européen, alors qu'on sait que c'est qu'une mascarade, ce Parlement européen. Donc voilà, pour moi, c'est des jeux de posture et malheureusement, ça fait beaucoup de mal aux Français. Bon, je crois que tu nous as répondu, mais je vais quand même te poser la question. Ah, tu disais tout à l'heure les mondialistes contre les souverainistes. Oui. Tu te places de quel côté? À moi, des souverainistes, hein, voilà. Enfin, des souverainistes. Moi, je suis pas pour l'isolement, hein. Je suis pas pour qu'on arrête quand je dis que je suis pas pro-européenne, c'est pas que je veux plus parler avec les Italiens, les Allemands, juste pouvoir décider dans notre pays ce qui est bon pour notre pays, voilà, et de pas avoir une politique mondialiste qui est faite selon des intérêts particuliers et personnels, et notamment des plus riches. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est même plus capable de décider, parce qu'on peut voter plein de lois, mais on a la CEDH au-dessus de nous, on a voilà, les décisions, non pas du Parlement, mais de la Commission européenne, qui est faite de telle sorte qu'on ne peut pas aller à l'encontre du vote des pays dans cette Commission européenne. Donc voilà, c'est un jeu dupe. Enfin, la preuve, je veux dire, quand moi j'avais fait une vidéo qui a été où on m'a prise. Bon, j'étais très en colère ce jour-là quand j'ai vu que Madame Yaël Braun-Pivet était réélue comme présidente de l'Assemblée nationale, et le même jour nous avions la réélection de Madame von der Leyen à la tête de l'Union européenne, et on voit qui? Marion. Non, je me trompe tout le temps, je l'appelle Marion, c'est Manon Aubry qui en fait avait fait le matin un tweet pour dire à quel point le bilan de Madame von der Leyen était catastrophique, et on la voit quelques heures plus tard quand elle est réélue par les députés, on la voit taper la bise, mais vraiment, c'est pas une bise de poli, voilà, c'est pas un serrage de main poli. C'est vraiment le sourire jusque-là, la banane, limite on se prend dans les bras. Oui, je crois qu'il y a eu une accolade d'ailleurs. Voilà, une accolade, je me souviens plus exactement. Et c'est vrai que suite à ça, j'étais mais tellement en colère. Je me suis dit oui, j'y suis allée un peu fort. Je me souviens très bien quand j'ai fait cette vidéo, si je peux la raconter. Bien sûr. En fait, j'avais passé une journée assez catastrophique pour des raisons personnelles, et je rentre le soir, je m'occupe de mes enfants, je les couche, je vais me coucher. Et puis là, je vois, donc déjà, j'avais vu passer vaguement l'histoire de Van der Leyen. Et puis là, je vois, il y a Braun-Pivet réélu. Je fais, mais non, mais on était bouffons, en fait. Et j'étais dans mon lit, il était, je crois, minuit, un truc comme ça. J'arrivais pas à dormir. Et je sentais la colère qui me montait. Et je me suis dit, je vais écrire une lettre de colère. Seulement, j'avais passé tellement une journée très fatigante, j'avais même plus le courage d'écrire. Je fais, je vais faire une vidéo. Moi, je suis très... comment te dire, impulsive, instinctive. Et du coup, j'ai fait cette vidéo. Et puis, je sais pas, je m'en fous de toute façon. Moi, je suis pas dans l'image, je suis pas je m'en fous d'être propre sur moi, machin, etc. Je l'ai balancé. C'est ce que tu penses, Myriam? Eh ben, balance-le. Voilà. Alors justement, je vais y venir, mais avant tout, je vais faire une petite auto-promo, parce qu'on a Ouais. fait un documentaire sur l'héritage de von der Leyen, qui est Ursula von der Leyen,
que j'invite nos auditeurs à regarder d'ailleurs, parce que justement, il apprend beaucoup de choses, et c'est une européiste depuis très très longtemps. Il y a aussi un personnage construit de Van der Leyen. Bon, je les invite à regarder, mais c'est pas le sens de ma question. Il y a beaucoup de décisions que tu critiques de l'Union européenne, notamment une, c'est l'engagement de l'Europe envers l'Ukraine. Un Mm. engagement très fort. Pourquoi cette critique? Alors moi, si tu veux, déjà, euh, évidemment, je ne peux pas militer pour la guerre. Il y a les accords de Minsk, on sait très bien qu'ils ont été bafoués. On a des Des deux audios côtés, des pour deux le coup. côtés. On a des audios de Monsieur François Hollande, hein, qui dit clairement que c'était en attendant que l'Ukraine se réarme, etc. Mais même d'un point de vue géopolitique, enfin moi je suis pas une experte en géopolitique, hein, ça va rassurer tous ceux qui me traitent de bouffonne. Oui, je le reconnais, je suis pas une experte en géopolitique. Voilà, j'ai fait de la philosophie, donc vous voyez, une école de journalisme, rien à voir. Mais bon, si vous voulez, moi, l'Ukraine, quand je vois comment ça s'est fait, on n'a pas vraiment cherché de voie diplomatique pour apaiser les choses. Il faut quand même savoir qu'en Ukraine, bon, on fait la guerre, mais quand on sait que c'est monsieur Xavier Niel qui est le premier investisseur en Ukraine et qu'on va aller se faire de l'argent sur le dos des Ukrainiens, parce que voilà, quand vous détruisez un pays, il faut le reconstruire, hein, donc il y en a toujours qui se mettent l'argent dans la poche. Quand on voit que monsieur Zelensky, c'est un ancien humoriste qui se mettait nu avec une guitare, bon, voilà, alors ça va confirmer les gens qui disent oui, toi tu viens de la presse people. Oui, bon, bah d'accord, mais je suis pas à des hautes fonctions et je déclare pas une guerre face à l'une des plus grandes puissances du monde. Et puis, moi, je suis désolée, l'Ukraine est un pays de nazis. Enfin, je dis pas tout le monde, évidemment, c'est comme en France. Hein, je dis pas que tous les Ukrainiens sont des nazis, etc. Mais quand même, ils ont gardé la rue Banderas. Moi, quand je dis est un pays nazi, je parle du gouvernement. D'ailleurs, Zelensky s'est fait élire en disant je vais mettre fin à la corruption. Bah, c'est du pipeau. Il y a toujours les grands oligarques derrière. Il y a tous ces fachos qui se font du fric sur les Ukrainiens. Et voilà. Donc, moi, si tu veux, j'ai pas envie que mes enfants ou même mon mari aillent faire la guerre pour ça, alors qu'en plus, jusqu'à présent, on aurait très bien pu trouver un échappatoire, un échappatoire politique, diplomatique. On l'a vu, Boris Johnson a tout fait pour détruire les accords en 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Bon, on verra si Trump fait mieux, on verra, mais voilà, il y a pas de solution. Et on le voit bien là aujourd'hui. Enfin, ça fait 2 ans qu'on le dit sur les réseaux sociaux. J'ai vu que BFM s'est réveillé là, il y a quelques jours. Oui, il y a des gens qui sont enrôlés de force. Enfin, quel est l'intérêt? Enfin voilà, on veut détruire un pays, certainement pour des raisons financières, ça on ne l'enlèvera pas de la tête. On détruit des familles. Hein. Pourquoi en fait? Pourquoi? On aurait dû plutôt aller dans la négociation dès le départ. Oui. Et puis à la rigueur, fallait faire appliquer les accords de Minsk. Lesquels, du coup? Parce que c'est compliqué, Bah, ils ont été ceux qui violés. disaient on ne met pas, De voilà, base on ne fait pas de otanienne. l'Ukraine, on l'avait pas dans l'Union européenne, on n'en fait pas un nouveau bras armé de l'OTAN, tout ça. Enfin voilà, enfin je peux comprendre aussi. Alors je suis pas du tout potier, ça va encore pas plaire aux gens parce que moi voilà, pour moi il n'y a pas de messie, il n'y a pas de sauveur et Poutine, j'ai pas du tout envie d'aller vivre en Russie et c'est pas pour moi le type le plus démocrate de la terre. Mais bon, à un moment donné, vous faites un accord, Il y a aussi un autre argument qui a beaucoup été avancé par les gens qui pensent comme toi, hein, c'est l'argument financier. Oui. Parce que effectivement, on envoie beaucoup d'argent Ah, bah. vers l'Ukraine au moment même où la pauvreté augmente en France. Est-ce que c'est aussi un truc qui Ah, mais t'énerve? évidemment, évidemment. On dépense, aujourd'hui, on a une dette colossale, on va pas revenir dessus, tout le monde est au courant, enfin j'espère. Oui, je pense que oui. Voilà, on est dans une dette colossale et on est là en train de dire bon bah vous allez moins payer la sécurité sociale, vous serez moins remboursé, on met la retraite à 64 ans, on a voulu s'attaquer Gabriel Attal a voulu s'attaquer aux indemnités chômage. Enfin bref, vous cotisez, mais on réduit vos droits chaque année. Pourquoi? Pour aller financer par milliards une guerre? Non, mais moi je suis pas d'accord.
D'accord. Alors tout ça, toutes ces questions me mènent à un point, c'est le soutien, cette liste commune, en tout cas aux européennes, avec Florian Philippot. Mmh. Donc c'était quoi le déclic? Pourquoi c'est allié à Florian Philippot, justement, et pas à un autre candidat? Alors, on va être très clair, bon, déjà, moi, c'est vrai que Florian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que, il a été une vraie bouffée d'oxygène pendant la pandémie. Il s'avère qu'à ce moment-là, au moment où, Florian m'a proposé d'être sur sa liste, je n'avais plus, vraiment, d'activité, journalistique, puisque j'avais été, mis de côté, notamment à la télé. Voilà, dans le mainstream, ils me considèrent comme une complotiste, donc voilà, et que quelque part, j'avais envie de continuer, d'une manière ou d'une autre le combat. Et puis c'est vrai que pour moi, c'était aussi une expérience. Je quand j'en ai parlé, avec ma famille pour savoir si j'y allais ou pas, on s'est dit: «Bon, bah, de toute façon, voilà, aujourd'hui, c'est un peu bloqué». Moi, j'avais envie de connaître, une élection de l'intérieur, voir comment ça fonctionnait. J'ai pas été déçue du voyage et donc voilà, pour moi, c'était une expérience, mais je veux dire, je fais pas partie du bureau, des patriotes, hein, j'ai aucune fonction dans voilà, voilà, j'aime beaucoup Florian, les idées qu'il défend, me plaisent, mais bon, voilà, moi, je suis libre, hein. Ça ne veut pas dire un engagement politique à temps plein. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas oui, j'ai aucune fonction, enfin, chez les patriotes, aucune. Voilà, après, quand Florian me sollicite, c'est devenu un ami et qu'on est sur des combats qui pour moi ont une valeur, correspondent aux valeurs que je défends, bah oui, oh, j'y vais. Mais tu comprends que ton parcours il est un peu atypique, c'est-à-dire qu'on passe quand même de public, où on est directeur de public, on passe ensuite sur TPMP et on finit chez Florent Philippot. Il y a quand même un parcours qui est assez intéressant. Oui, sauf que alors Et le déclic, c'était du coup la pandémie alors. non, ça a été la pandémie, oui, ça c'est sûr, mais moi enfin, on va être très clair, tout le monde me dit: «Oui, elle dirigeait Public, machin». Oui, j'étais directrice de la rédaction de Public. Pourquoi j'étais directrice de la rédaction de Public les dernières années? Parce que, j'ai été nommée à l'époque directrice déléguée, du groupe CMI. Alors quand vous êtes directrice déléguée, le boulot, c'est pas le même qu'un journaliste people. Moi, j'avais, 30 de rédactionnel, 30 à 40 de financier, et du management à faire. Donc je devais développer les marques qui étaient sous ma responsabilité. J'avais pas de public, hein, il y avait une soixantaine, de journalistes sous ma responsabilité et pas enfin voilà. Mais bon, j'avais voulu, rester, directrice de public parce que je voulais garder cette carte de journaliste que je perdais, si, je devenais juste directrice déléguée et pour moi, c'était pas possible de perdre cette carte de journaliste. C'est pour moi, j'ai travaillé dur pour, être journaliste. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Même pour être très honnête, mes parents ne voulaient pas du tout que je fasse ce métier. Donc c'était pour moi très important de la garder. Donc oui, j'avais d'autres responsabilités. Donc on me prend pour une gogole, et cetera. Mais j'avais d'autres responsabilités qui allaient au-delà de ça. Cyril Hanouna, bon bah, moi j'y allais, et je me suis OK, la «popularité» entre guillemets que j'ai eue depuis la pandémie, mais en vrai, moi, ça faisait 5 ans que je travaillais pour Cyril Hanouna. Voilà, j'allais vendre, j'allais vendre les magazines qui étaient sous ma responsabilité. Et pourquoi j'allais les vendre? Parce que les gens qui voulaient, qui travaillaient avec moi étaient pas à l'aise devant la caméra. Donc voilà, moi j'y allais. On est dans un secteur en décroissance où on n'a plus trop d'argent pour faire la promo de ces magazines, faire de l'affichage, machin, etc. Donc j'allais défendre les équipes avec lesquelles je travaillais. Voilà. Donc oui, et puis bon, en France, on aime bien mettre des étiquettes, c'est super. Bon bah OK, tu fais du people, tu t'occupes de ça. Bon bah tu complètement débile, tu peux pas avoir un regard, sur la politique, tu peux pas avoir un regard, sur le social, tu Mmh. peux enfin, on est chez les fous. Enfin, Ouais. moi, je lis pas mon livre de chevet, c'est pas le bouquin de Britney Spears, hein, c'est pas la biographie de Justin Bieber. Et puis même, dans tous les cas, on est tous électeurs. Enfin, on a tous le destin de notre pays en main. Donc, il y a Voilà. aussi une égalité devant le vote qui se fait. Donc ouais, et c'est vrai, je te le répète, moi, pendant la pandémie, pour moi, enfin, la politique, si tu veux, moi, j'étais militante au Parti Oui. socialiste. Non, mais Ça c'était l'a- pour ça, d'où ma voilà. question. Mais c'est vrai que la politique, pendant quelques années, c'est pas que je m'intéressais pas, je regardais,
bien évidemment, mais si tu veux, ça n'avait jamais eu un véritable impact sur mon quotidien. Déjà, quand il y a eu les gilets jaunes, j'ai commencé à me poser des questions parce que, si tu veux, moi, je suis allée incognito dans quelques manifs, mais la façon dont ils ont été traités, je me dis, c'est pas possible qu'on traite son peuple comme ça. Des gens qui viennent se battre pour leur pouvoir d'achat, ce n'est pas possible. Donc déjà là, ça commençait à tirailler à l'intérieur. Et puis quand il y a eu la crise sanitaire, où là, carrément notre quotidien, celui de nos enfants, machin, et du coup j'ai commencé vraiment à creuser la question. Et là j'ai ouvert les yeux. Et c'est difficile de les fermer quand on les a ouverts. Et justement, une des étiquettes, tu parlais d'étiquettes, on me colle des étiquettes, il y a une étiquette, c'est complotiste surtout par rapport au vaccin. Ouais. Est-ce qu'avec du recul, tu comprends quand même un peu les décisions qu'a pris le gouvernement? Pour toi, elles restent quand même très restrictives et liberticides. Ah oui. Alors ça, elle reste restrictive et liberticide. Enfin, aujourd'hui, ça commence. Là, Le Figaro a pondu il y a quelques jours un article sur les 200 000 cas d'effets indésirables. Et encore, ils ont repris les chiffres qui datent. Hein, ça se trouve, c'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Et puis, si tu veux, moi, ce qui m'a dérangée, c'est qu'à aucun moment, et moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à aucun moment, personne n'a demandé d'où venait, comment ce virus était sorti. Alors, on savait très tôt, il suffisait de se renseigner un petit peu, que le pangolin, il avait bon dos. Il n'y avait pas de pangolin sur le marché de Wuhan à cette époque-là. Et puis, c'est pas la première fois que des virus, je veux dire, le virus d'Ebola, bizarrement, on est capable de le gérer, on met les gens en Afrique en confinement dans des, etc. Il se répand pas partout. Là, franchement, il était diffusé partout ce virus. Pour un pangolin, moi je savais même pas ce que c'était qu'un pangolin avant cette histoire. Ça m'a, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et si tu veux, à ce moment-là, ce que j'ai trouvé assez dingue, c'était c'était impossible d'interroger, de dire autre chose que ça. Mais est-ce que tu comprends? Alors, il y a eu énormément de mensonges de la part du gouvernement. Il y a eu, je me souviens de Sibeth Ndiaye qui savait pas mettre un masque. Il y avait, les masques n'étaient pas utiles face au Covid parce qu'on n'en avait pas, mais dès qu'on en a eu, ils étaient très utiles. Enfin, il y a eu beaucoup de mensonges, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu comprends que ce genre de crise sanitaire, de crise en tout cas gouvernementale, politique, sociale, nécessite peut-être ce genre Non. Non? Non, parce que très vite, il suffisait de regarder les chiffres de l'adresse. Au plus haut de l'épidémie, on était à 15 000 personnes en réanimation. Bon, c'est très triste, c'est très grave, mais on est 67 millions. On n'était pas capable de gérer. Alors vous allez dire, oui, mais si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu plus de gens. Alors, certes, mais c'est la première fois que on te dit, quand tu es malade, tu restes chez toi avec du Doliprane et si ta SAT, elle descend en dessous de 95, tu appelles le SAMU. Donc, on a laissé les gens potentiellement, parce que du coup, il y avait plus de discussion médecin à médecin. Les médecins ne se déplaçaient pas, déjà qu'ils ne se déplaçaient plus beaucoup, mais bon, ne se déplaçaient pas. Donc, en fonction de ton cas individuel, soit asthmatique, cancer, etc., enfin, on n'essayait même pas de te soigner, de faire en sorte que ce virus ne se répande pas partout dans tes poumons et que tu arrives au point où tu ne puisses plus respirer, en fait. On te dit, tu prends du Doliprane. C'est quand même assez hallucinant, en fait. Alors qu'il y a des médicaments comme l'azithromycine, par exemple, qui est un antibiotique hyper connu, qui date de hyper longtemps, etc., qu'on prescrit pour les problèmes pulmonaires. Et voilà, on peut éviter que l'ivermectine qui fait baisser la charge virale aussi, qui permet peut-être de ne pas au virus de se développer. Donc voilà, non, il y avait d'autres alternatives à mon sens. Non, c'est juste qu'ils ont détruit l'hôpital pour des raisons de coût. Et puis surtout, ce qu'ils ont fait dans les EHPAD, c'est inadmissible. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas complotiste de dire qu'il y a eu la circulaire de Véran datant de mars 2020 sur le Rivotril, disant aux EHPAD, il leur a pas... C'est obligatoire. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe. Quand il y a une circulaire, bon voilà, hop, vous écoutez le gouvernement, vous écoutez les ARS, etc.
Et du coup, ils ont filé du Rivotril aux vieilles personnes qui étaient en détresse respiratoire. Bah, c'était les envoyer directement dans la tombe. On sait qu'on donne pas du Rivotril à des gens voilà, qui sont en détresse respiratoire, qui en plus sont à un âge où ils peuvent moins se défendre contre un virus. Et puis, on a laissé des gens seuls. On sait très bien que les vieilles personnes, quand elles restent seules, c'est aussi très au niveau du mental. Elles vont pas combattre. Le mental, c'est très important quand vous êtes malade et une personne âgée. Tu as aussi soutenu le professeur Raoult. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que le professeur Raoult paye les conséquences de ses positions sur le Covid? Ouais, il paye pas vraiment de conséquences, hein. Il était à la retraite quasiment. Alors moi, sur le professeur, je vais pas me faire que des amis. Bon, bah tant pis, je suis pas là pour me faire des amis. Moi, voilà, j'ai soutenu le professeur Raoult parce que je suis toujours partie du principe qu'on ne tape pas sur les gens de la résistance, entre guillemets. Bon, après, moi, je n'oublie pas que le professeur Raoult a appelé à faire vacciner les soignants. Bon, aujourd'hui, il dit que le vaccin est nul. Mais bon, c'est un grand professeur. Il a travaillé sur ce qu'on appelle les gains de fonction. Il a travaillé sur les virus. Bon, il n'a pas à me dire qu'il savait déjà pas à l'époque que ce vaccin, il était dégueulasse. Alors qu'il y avait des gens que je connais très bien qui ont été ses élèves qui le savaient. Bon, et puis, c'est vrai qu'il a travaillé pour le Lab Mérieux avec Delfrécy, qu'il a vacciné à l'IHU de Marseille. Moi, ça me dérange un peu. Alors, je lui ai posé la question, hein. Je lui ai dit, mais docteur, professeur, je sais plus comment professeur, pourquoi vous avez fait ça? Alors, il m'a expliqué que parce que il y avait des gens qui étaient en détresse tellement psychologique qu'ils se disaient qu'il valait mieux les vacciner que pas. Bon, je sais pas. Franchement, moi, ça me dérange un peu. Mais voilà, après tout ce qu'il fait aujourd'hui, je trouve ça super. Voilà, ça permet, comme beaucoup de gens sont derrière lui, qu'il a une grosse audience, que ça permet peut-être à certains d'ouvrir les yeux. Voilà. Mais moi, tu sais, voilà, c'est peut-être ça mon côté complotiste. Je suis très méfiante. Mmh. Voilà. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi il a fait ce tweet. Alors, peut-être qu'il a eu des pressions, etc. Mais moi aussi, j'en ai eu des énormes pressions. Je suis restée toujours alignée. Bon, bah, je vais pas me faire des amis encore. C'est pas grave. Mais c'est un truc, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de soignants qui n'ont pas compris. Voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment que le professeur, j'aimerais d'ailleurs en rediscuter avec lui, qu'il m'explique pourquoi il a fait ça. Vraiment. Sans langue de bois, sans discours un peu farfelu. Tu sais, parce qu'en plus, le professeur, t'es un vrai personnage, il a une façon de s'exprimer, il t'embobine dans des trucs, dans un verbiage, etc. Non, clairement. Voilà. T'es pas vacciné. Ah ben non. Alors moi, je le suis, mais au final, ça n'a rien changé. Mais tu sais, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que les lots n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. On était en phase 3. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'est toujours. Et bon, bref. C'est-à-dire qu'on est en test. On était en test, bien sûr, on est en test. Il y a 5 phases pour un vaccin. Il y a 5 phases. Tu es en phase 3, donc les lots, et c'est ce qu'explique très clairement Christine Coton notamment, les lots n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Mais c'est quoi l'objectif? Alors, ce serait quoi le but? Le but de quoi? Le but de vacciner en faisant des tests comme ça sur la population. Ah bah, moi, je reste alignée et là-dessus, c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir des gens comme Robert Kennedy Jr. Dans le gouvernement Trump. Quand on regarde les documents, quand on regarde, si tu veux, les auditions de Fauci au Congrès américain qui se sont déroulées en juin 2024, bon, bah, c'est assez clair. Il y a des sénateurs qui n'ont pas hésité à lui poser question sur les gains de fonction, c'est-à-dire armes biologiques, qui lui ont demandé clairement si la FDA, le NIH avait envoyé des fonds à Wuhan. Il a reconnu
que oui, on travaillait sur des virus. Alors on t'explique que oui, on travaille sur des virus, qui, voilà, pour, justement, voir, pour faire des traitements et cetera. Enfin, on a besoin de travailler sur un virus qui tue, les gens avec des comment ça s'appelle? Des pathologies graves, qui tue les vieilles personnes, en premier. Enfin, c'est quoi le délire? On sait aujourd'hui que ça soit les Américains, les Russes, allez, je vais faire plaisir aux autres, Israël, et cetera, enfin toutes les grandes puissances, du monde travaillent sur des virus à des fins, heu, à des fins militaires. Je vais parler aussi de la maladie de Lyme. Voilà, donc il suffit un peu de regarder toutes ces choses-là et enfin, voilà, de s'instruire. Heu, Moi, je vais dire, je les ai suivies les auditions de Fauci. Elles ont été très compliquées pour lui. On sent bien que le mec, il est pas à l'aise et puis si tu veux, moi, il y a aussi ça que j'aimerais dire. Pourquoi j'ai été aussi, engagée? Certains diront virulente. Quand on dit aux enfants: «Portez un masque pour faire du sport». Quand on dit aux gens: «Restez enfermés chez vous», voilà, pour pas propager le virus. Quand on dit, aux soignants suspendus: «Il faut absolument vous faire vacciner, nanani nanana et cetera. Vous perdez votre travail si vous le faites pas», alors qu'on est en phase 3, je le répète, donc en phase de test, qu'on a demandé aux soignants de travailler avec le covid, qu'on leur a même, au début de la pandémie, mis des sacs plastiques sur eux pour travailler, donc on est chez les tarés, et qu'en même temps, vous avez vos gouvernants qui portent pas de masque, qui font la fête à l'Élysée. Hein, souvenez-vous de la fameuse fête que Monsieur Macron avait organisée la troisième mi-temps parce qu'il avait mis un but, je sais plus là, pour un match caritatif, etc. Que vous avez des people qui disent, dites bien à vos amis vaccinés qu'ils aillent se faire voir ou qui nous embête, je ne sais plus quels étaient les termes de ce chanteur dont je ne citerai pas le nom, mais tout le monde le reconnaîtra, et que ce monsieur se retrouve avec Harry Habitant à aller à un dîner alors qu'on est en plein confinement, sans masque, sans rien. Je fais non mais attendez, on se fout de la tronche de qui? Et nous, pendant ce temps-là, il y a nos gamins qui sont avec des masques. En plus, ça sert à rien pour les gamins parce qu'ils se mouchent dedans, à part respirer leur CO2, il se passe rien, enfin ça les protège de rien du tout. En plus, on les culpabilise. On a les étudiants qui sont restés dans une détresse. Maintenant, on dit oui, les étudiants vont pas bien depuis la crise sanitaire, etc. Bah oui, bah excuse-moi, oui, on pouvait s'en douter. On a déjà en plus, ça a baissé le niveau scolaire, déjà qui n'était pas très haut. Ça l'a encore baissé. On a des étudiants qui n'ont pas pu travailler et payer leurs études, qui se retrouvent aujourd'hui à la banque alimentaire. Enfin, voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez nos dirigeants, alors que même pendant le G20, je les voyais, alors quand ils sortaient de la voiture, ils mettaient leur masque, etc. Et puis après, quand ils faisaient la photo, ils se serraient la main, ils étaient collés les uns aux autres. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Non, pour moi, c'est pas possible. Donc c'est là où je me dis, ben, c'est quoi l'arnaque? Passons à une note plus joyeuse. Euh, c'est quoi l'avenir? Est-ce que c'est de la politique? Est-ce qu'on reste journaliste? Qu'est-ce qu'on fait, Myriam Palomba? Alors, je vais être très honnête avec toi, j'aimerais rester journaliste parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes. Moi, la politique, de toute façon, c'est pas fait pour moi parce que je crois, hein, c'est pas fait pour moi parce que au final, moi, je suis pas dans, si tu veux, je peux pas être dans la stratégie quand il s'agit du bien des gens. Je peux être dans la stratégie pour, voilà, dans un boulot quand je fais du divertissement, des choses comme ça. Mais sur ça, je peux pas être dans la stratégie des alliances, pas alliances, tenir un discours pour une posture. Et puis surtout, moi, si j'étais dans un parti, que le parti me dirait de voter un truc et que je suis pas d'accord, non mais autant te dire que c'est impossible. Je peux pas voter pour un truc pour lequel je suis pas d'accord. Tu peux t'appeler Macron, Marine Le Pen, le pape, tu me feras pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Donc oui, j'aimerais être journaliste. Enfin, continuer. D'ailleurs, j'ai toujours la carte de Mhm. presse, hein. Voilà, sauf que c'est un peu compliqué, malheureusement, pour moi. Tu penses qu'on... Ça, c'est très français, mais est-ce qu'on pardonne le fait d'avoir fait autre chose en France? Est-ce que tu as l'impression qu'une fois qu'on est dans une case, ça y est, on est mis dans cette case et on n'en sort pas?
Bon, en tout cas, on te ressort toujours les vieux dos. Après, je crois que le temps passe, mais on te ressort toujours les vieux dos, ouais. Les vieux dos, bon, après, moi, je regrette pas mon engagement auprès de Florian, hein, voilà. Moi, les trucs, je le connais, les valeurs qu'il défend, etc., sont des valeurs qui, moi, me semblent belles et justes. Bon, voilà, je regrette pas. Mais oui, après, il y a une hypocrisie, hein, on va pas se mentir aussi, parce que moi, on me sort, oui, parce que tu t'es engagé auprès de Florian. Enfin, il y a des gars qui se sont engagés auprès de Marine Le Pen, même présentés aux législatives, qui font toujours de la télé. Il y en a d'autres qui sont profondément macronistes et qui l'avouent même à l'antenne et ils font toujours de la télé. Il y a des journalistes, je te parle dans la presse écrite, qui voilà, ne cachent pas leur couleur politique, on les fait travailler. Donc moi, je sais pas, j'ai un traitement de faveur particulier. Et c'est vrai que c'est là où j'allais en venir. T'es pas la seule journaliste à t'être engagée politiquement, effectivement. Enfin, En plus, c'est pas je suis incompatible, journaliste hein. aussi, on sait très bien qu'il y a une proximité avec certains politiques. J'en ai même moi-même, hein, que j'assume d'ailleurs sur la chaîne. J'ai beaucoup de proximité avec beaucoup de gens que j'aime beaucoup en politique. Quand on fait un papier sur eux, quand on va les interviewer, effectivement, on est biaisé. C'est réel, mais c'est pas grave tant qu'on l'assume. Et est-ce que t'as pas justement l'impression qu'il y a une vraie hypocrisie dans ce milieu, dans le milieu du journalisme, qui s'est développé avec le temps? Est-ce qu'il a changé d'ailleurs ce milieu? Ah bah oui, le milieu a totalement changé sous l'ère Macron, hein. Il y a toujours eu, si tu veux, des pressions, des directeurs de rédaction qui ont dégagé parce que voilà, et je me souviens de celui qui dirigeait Paris Match, qui à l'époque, lorsqu'il a sorti l'affaire Sarkozy, Cécilia Sarkozy, le divorce, etc. Bon, en plus Sarkozy étant un proche à l'époque de Lagardère, enfin, il doit l'être toujours, j'en sais rien. Bon bah voilà, il a négocié son départ, il est parti. Il y a toujours eu des trucs comme ça, des pressions, et on sait que quand on prend des postes à responsabilité, on est le premier fusible qui saute. Mais c'est vrai que ce contrôle de l'information, ces pressions, etc., sont plus importantes. Le narratif qu'on impose aux journalistes est plus important depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et il y a même des chaînes, je dirais, enfin, il y a aujourd'hui une couleur politique qui se dégage dans les chaînes. On sait que c'est news, bon, en regardant ces news, on sait ce qu'on regarde. En Oui, regardant mais BFM, on sait ce qu'on regarde. En oui, regardant mais LCI, on sait ce qu'on regarde. si tu veux, moi je trouve ça un peu bête, c'est des lignes Et c'est éditoriales. dommage. Voilà, je veux dire que c'est comme France Inter, ils ont une ligne éditoriale, justement, c'est ce qui fait la pluralité du métier. Je veux dire, enfin, tu savais très bien quand t'achetais le Figaro, t'allais plus avoir des articles de droite que quand plutôt quand Le t'achetais Monde ou l'IB. l'Humanité ou l'IB ou j'en sais rien. C'est des lignes éditoriales. Moi, je trouve que ce procès il est complètement Mhm. hallucinant et il cache comment c'est quoi l'arbre au milieu de la forêt. Je sais plus l'expression, je suis nulle en C'est l'arbre qui expression. cache la forêt. Voilà, je suis nulle en expression. Mes anciens collègues rigoleront s'ils voient cette interview parce qu'ils m'avaient offert un dictionnaire d'expression tellement je suis nulle, mais bon voilà. Mais si tu veux, voilà, c'est n'importe quoi ce truc. Voilà, on s'est attaqué à CNews, machin. Enfin, je veux dire, Quotidien, ils ont dit qu'ils n'invitaient pas le RN, on s'est pas attaqué à Quotidien, donc c'est d'une hypocrisie. Mais ça, c'est vraiment, alors ça, tu vois, pour le coup, c'est très nouveau, c'est très sous Macron. Ça, on n'avait pas ça avant. Et puis, il y a une espèce de protection d'Emmanuel Macron par les journalistes, alors que franchement, on n'avait rien à faire de Hollande, on lui en a mis plein la tronche, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je veux dire, l'affaire Trierweiler-Gaillet, ça a détruit son mandat au bout de 3 jours. Donc c'est d'une hypocrisie, et même des médias qui se disent sérieux, parce que à l'époque c'était Closer et Laurence Pieux qui avaient sorti cette histoire, mais je veux dire, ça a relancé la presse enfin, sa totalité, hein, que ça soit la presse sérieuse, parce que tout le monde a fait des papiers là-dessus, Mhm. et pendant des mois et des mois et des mois, parce qu'en plus il y a eu des rebondissements, parce qu'elle est très forte, Madame Trierweiler, pour faire des rebondissements. Donc voilà, c'est très hypocrite. C'était très hypocrite. Mais moi, je vais dire, je vais être très claire avec toi, hein. Même les médias indépendants, ça va pas te plaire ce que je dis, mais même les médias indépendants, pour moi, ne sont pas indépendants du Non, tout. bien sûr. On est toujours dépendant de ceux qui te payent. Moi, justement, c'est pour ça que je suis un peu un ovni. Je me reconnais. Oui, j'ai l'impression d'être un peu à ma place nulle part. Parce que quand je vais être dans les médias indépendants, on va me traiter alors, de sioniste, sale juive, de gauchiste, alors que voilà. Et puis quand je vais être dans le mainstream, on va me traiter de facho, complotiste, d'extrême droite. Non, je m'en fous, moi, de tout ça, en fait. Moi, je dis juste les choses telles que je les vois, telles que je les constate et telles que je les ressens. Je m'en fous de tout ça, moi, gauche, droite, machin. Et je veux dire, je m'en prends autant dans la tronche
par les médias indépendants que par le mainstream. Mais j'ai une parole libre, voilà, parce que moi, je me fais de la thune sur le dos de personne, voilà, et qu'aujourd'hui, j'ai une parole libre qui, en fait, peut-être que c'est ça qui dérange, je sais pas. Mais est-ce qu'il faudrait pas créer son propre média? Oui, il faudrait créer son propre média. Myriam Palomba, merci. Merci en tout cas pour cette conclusion. Peut-être un mot de la fin? Non, ben moi, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est lisez tout, que ça soit du mainstream, de l'indépendant. Faites-vous une opinion. Aujourd'hui, l'information, elle est facile d'accès, contrairement à avant. On n'a pas toujours besoin de payer pour avoir de l'information. Méfiez-vous aussi des gens, voilà, qui se disent résistants, qui se disent... Voyez en fait ce qu'ils y gagnent dans l'histoire à chaque fois. Voilà. Ce qu'ils y gagnent à chaque fois dans l'histoire, dans l'histoire, et regardez ce qu'ont vraiment perdu pour leurs idéaux et pour les valeurs qu'on défend depuis quelque Bah, merci encore Myriam Palomba. temps.